Et sur ce plateau, mesdames et messieurs, nous sommes en compagnie de M. Josué Guebo, grand homme de culture qui a été président de l'Association des écrivains de Côte d'Ivoire. Pendant combien d'années déjà? 5 ans. Pendant 5 ans, avec un bilan assez efficace. On se permet de le dire comme ça. Vous aviez une relation fusionnelle avec Bernard Dadié. Vous avez beaucoup d'admiration pour lui. Vous êtes professeur donc à l'université, c'est ça? Oui, c'est ça, Cocody. À l'université de Cocody. Donc, merci d'être sur notre plateau. Merci, cher. Merci d'avoir accepté, donc pratiquement au pied levé, d'avoir accepté d'être sur notre plateau pour cette émission. Alors, le thème qu'on va essayer d'échafauder avec vous, c'est Bernard Dadié, quel héritage? Delors Inabo disait tout de suite avant vous qu'il trouve l'hommage après sa mort insuffisant. Oui, mais je veux dire que ça demande beaucoup de temps. Il est à peine parti, et donc il faut se laisser le temps de pouvoir lui rendre l'hommage qu'il mérite. Dadié a vécu 103 ans, au moins, et donc je pense qu'un hommage à sa taille mérite que l'on prenne le temps que cela nécessite. Et donc on vient de commencer en fait, donc l'hommage va se déployer très naturellement. Alors, il faut situer le cadre de cette rencontre-là, c'est dans la thématique. Aujourd'hui, c'est la thématique que nous allons aborder, tourne bien sûr autour de l'hommage, mais plus encore de l'héritage qu'il nous a laissé. Donc, comme il est de coutume avant que chaque débat, c'est le rituel élément explicatif. Ne dit-on pas qu'en Afrique, quand un sage meurt, c'est une grande bibliothèque qui brûle? Une bibliothèque a vraiment brûlé, mais avec tout son contenu, l'écrivain ivoirien Bernard Dadié est décédé samedi à l'âge de 103 ans, l'auteur de plusieurs ouvrages dans lesquels il a abordé divers genres littéraires. Mais au fait, que laisse-t-il comme héritage? Nous notons de nombreux ouvrages, mais aussi la conservation du bâtiment qui servit de palais du gouverneur à Grand-Bassam, en témoigne M. Tizier Bikofi. Le ministre Bernard Dadié a eu cette ingénieuse idée de faire de ce bâtiment un musée national du costume. Pourquoi le musée national du costume? Parce que le costume identifie un peuple. En 1950, il publie un recueil de poèmes engagés, Afrique debout, qui dénonce les relations de domination entre blancs et noirs dans l'Afrique coloniale. En 1952, il met en œuvre son autobiographie romancée, Climbié, qui sera sans doute son œuvre la plus célèbre, également très critique vis-à-vis du colonialisme. Les jambes du Fils de Dieu, le roman qui remporte aussi un franc succès en 1980. Bernard Dadié est l'écrivain le plus fécond de la littérature néo-africaine et le plus traduit de sa génération. Bernard Dadié a abordé presque tous les genres littéraires, poésie, roman, chronique, contes traditionnels et théâtre. En même temps que nous constatons ta disparition, nous nous interrogeons. Comment perpétuer tout ce lourd héritage? Adieu grand-père et bravo à toi. Pour nous, cette génération qui t'avions connue à travers toutes ses œuvres. Le dernier de Mohican dans tout le groupe des négritudiens, c'est comme ça qu'il disait tout à l'heure. Je vous ai pris au mot, Josué Guebo. Alors, j'ai failli dire Senghor. Bernard Dadié, c'est un homme multiple et multiforme. Tout à fait. Romancier, premier roman en 1956, et légende, conte, il a visité tous les circuits. C'est un homme pluridimensionnel. Et polyvalent. Il a une nature plurielle. Absolument. Et c'est ça l'héritage principal. Moi, je pense que donner l'exemple de polyvalence en tant que poète, romancier, nouvelliste, dramaturge, chroniqueur, journaliste. Il était journaliste en 1947. C'est en tant que journaliste qu'il allait en prison pendant qu'il était journaliste de Le Réveil. Donc, c'est un auteur polyvalent et polysémique. Il a une grande capacité. Je pense que cela est un exemple pour les écrivains d'aujourd'hui, pour de nombreuses générations. Réussi à traverser tous les genres sans perdre son âme. Donc, du point de vue stylistique, il a une force. Et du point de vue, j'allais dire, du fond, il a une très grande force. Et donc, pour moi, c'est un héritage considérable pour tous les écrivains que nous sommes aujourd'hui, aussi bien pour les francophones que pour les non-francophones. Parce que Dadié est quand même traduit en 5 langues. Il est traduit, je vais dire, en français, en anglais, en portugais, en espagnol. Et il a des œuvres qui sont rééditées au moins 60 fois. C'est un texte comme Le Pagne Noir, qui a été publié en 1955, et a été réédité 60 fois. Un texte comme Le Nègre à Paris, 43 fois. Donc ces textes sont, j'allais dire, produits, reproduits de façon très, très significative. Ça, c'est fort pour nous.
Alors, quand vous parlez d'héritage laissé, et plus précisément à la classe des écrivains, est-ce que ce sont les héritiers légitimes ou tout le monde pourrait se prévaloir Je pense que tous les intellectuels, cet héritage. tous les enfants de l'école africaine, au moins francophones, peuvent se prévaloir de l'héritage de Dadier. Parce que Dadier était dans les programmes scolaires. Un texte comme « Je vais vous remercier mon Dieu, Noir créé Noir » n'est pas forcément l'apanage des écrivains. Tous ceux qui sont à l'école, je veux dire, dans la période précoloniale, la période coloniale, ont étudié Dadier. Donc, c'est un héritage multi-sectoriel, si on peut le dire comme ça. Et générationnel. Générationnel, exactement. Alors, je saisis la balle au bon. Qui sont les Dadiers d'aujourd'hui? Alors, ce serait prétentieux de présenter Dadier aujourd'hui. Je veux dire, Dadier est tellement grand. Quand je parle des Dadiers d'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire comme à l'étranger. Oui, je ne sais pas. En fait, en tout cas pour la Côte d'Ivoire, certains s'essaient dans la mesure de leurs possibilités de toucher le modèle Dadier, mais il faut dire que Dadier est dense parce qu'il est pluriel. Il est unique. Il est unique, voilà. Il est remplaçable et puis voilà, il est incommensurable. Parce qu'en réalité, qui en Côte d'Ivoire ou à l'extérieur est à la fois poète, dramaturge, nouvelliste, conteur, ça va être difficile à trouver. Même parmi les prix Nobel. Ça, c'est vrai. Même parmi les prix Nobel. Et qui parle d'héritage aussi, ne peut omettre le volet de la transmission. Est-ce que l'homme a transmis à qui? L'homme a transmis à des générations, comme on l'a dit tout à l'heure. Je veux dire que dès l'instant qu'un texte est publié, il est lâché dans le domaine public, il transmet sans forcément rencontrer physiquement ceux qui reçoivent le texte. Tous ceux qui ont lu Dadier portent une part de Dadier. Ils portent l'estampille de Dadier. Et donc, au-delà des affinités, hein, j'allais dire, personnellement, je le rencontrais physiquement, je parlais avec lui, à la maison, tout ça. Je peux dire que j'ai reçu une part. Bien sûr, justement, et non des moindres. Oui, c'est cette part-là qui nous intéresse à plus d'un titre aujourd'hui. Comment il était? Qu'est-ce qu'il aimait? Un homme d'un abord simple. Un homme qui, j'allais dire, moi je dis même pas son fils en fait. Appeler papa, ce serait prétentieux. Je veux dire qu'on a peut-être 50 ans d'écart, 60 ans, je ne sais pas. Voilà, c'est un grand-père. Mais il me recevait chez lui. Seul à seul, on parlait tranquillement et il me racontait en fait ce que les Africains avaient vécu. Il me parlait de littérature, mais de combat syndical, combat politique. Ce qu'il a vécu pendant son arrestation en 1949, donc des choses très, j'allais dire, pratiques. Justement, son arrestation, vous vous souvenez certainement de ce transfert, le Corbillard. Tout à fait. Où il commence un poème. Exactement. Magnifique, majestueux. Et il est toujours en train de poétiser. Moi, j'étais président des écrivains, quand il me voit, il dit « Ah, président, dis-moi. » Et ton ami Laï. Donc il me parlait comme ça, il me taquinait un peu. C'est un homme qui a vraiment de l'humour et qui est, je veux dire, très simple, d'un abord très simple. On oubliait que c'était un ministre. Je veux dire que, on a vu l'écrivain, etc., mais c'est une personnalité. Dadier est une personnalité de premier plan. Je veux dire qu'il a mené le combat essentiel et il a mené le combat aussi bien passé que le combat actuel, mais il est resté lui-même, il n'a pas perdu son âme. Un homme simple, un homme d'un abord tout à fait simple, qui vous parle de littérature, mais qui vous parle aussi de la vie sociale, qui vous parle de la vie politique et qui vous ouvre les yeux sur l'intérêt pour vous de prendre conscience de votre statut d'Africain, l'intérêt pour vous de prendre conscience de l'exigence en tout cas d'aller de l'avant. Justement, parlons de ce pan-là de l'homme. Il était défenseur incontestable de la cause noire. Quels sont ses acquis ou quels ont été ses acquis en tant que, on va dire, activiste? Alors moi, je pense déjà même que Dadier a contribué à décomplexer les Noirs. Un texte comme « Je vous remercie mon Dieu, Noir créé Noir » est une profession de foi, c'est un credo de l'affirmation du noir. Mais pour autant, Dadier n'était pas un nombriliste, c'est-à-dire qu'il n'était pas enfermé dans l'image, ce qu'on pourrait appeler un noirisme totalitaire. Non, le noir, non, ce n'était pas ça. C'était un homme universel. Il a quand même écrit le texte qui s'intitule « Homme de tous les continents ». Dadier voulait que l'on affirme notre identité pour aller à la rencontre de l'autre. Je veux dire qu'on ne peut pas dialoguer si on n'est pas soi. Absolument. Il ne voulait pas l'extraversion, il ne voulait pas que nous soyons, j'allais dire, les roues arrière de la locomotive, mais que nous soyons dans une position d'égalité. Donc l'affirmation du noir pour que le dialogue avec les autres peuples puisse s'instaurer. Et donc pour moi, c'est un défenseur du noir, mais c'est un défenseur de l'homme, un humaniste plus fondamentalement. Exactement. Il est attaché à ses racines, les pieds dans les racines, mais la tête dans le modernisme et dans la réalité. Absolument. C'est un homme complet, je veux dire un homme de synthèse, aussi bien ancré dans la culture africaine, mais qui écrit d'un français tout à fait agréable. Accessible à tous. Accessible à tous, tout à fait. C'est cela. Mais je veux dire, c'est un homme de gauche, hein. On peut parler de politique aujourd'hui, mais je dis oui, c'est ça. Il est accessible à tous. Voilà. Je parlerai de littérature, on va se contenter de ça aujourd'hui, mais c'est cela. Mais l'héritage doit être complet. Global, très bien. Bon, si vous me permettez, je vais en parler. Parce bien sûr, on lui rend il hommage. était quand même président du CNRD, qui est quand même, j'allais dire, un lieu de défense de la nationalité. C'est un prolongement de son combat anticolonial. Vous savez que Dadier était, je vais dire, des premiers combats
contre l'oppression coloniale. Et Dadi a estimé que les colons n'avaient pas abandonné et n'ont pas abandonné leur tendance à vouloir mettre la main sur les Africains. Et donc, quand il a estimé que la structure à laquelle il appartenait n'était plus vraiment tournée vers le combat pour la libération de l'homme noir, des opprimés de la terre, pour parler comme Frantz Fanon, ben, il a présidé le CNRD jusqu'à son dernier souffle. Donc pour moi, c'est un auteur total, ce n'était pas seulement un écrivain, parce qu'il y en a qui écrivent, mais qui ne vivent pas ce qu'ils écrivent. Mais Dadi était en phase avec ce qu'il écrivait. Il a mené le combat aussi bien par l'écriture, mais il est descendu sur le terrain, il a fait la prison sans renoncer justement à son combat. C'est un grand homme pour moi. On peut parler d'être avant-gardiste dans ce cas-là, puisque les thématiques qu'il traitait, nous en tout cas, nous touchent encore jusqu'à absolument, il était futuriste, c'est ça un homme de vision. Je veux dire, en 1933, quand il commence à écrire ses textes, il passe, lui-même l'a dit, on le prenait pour un farfelu, mais qu'est-ce que tu as écrit ces choses-là? Il était un peu un marginal, mais il a vu loin. Une vision énorme. Mais il le dit, je suis le vieux guetteur. Je suis le vieux guetteur, je suis le rempart, je cite de mémoire, et j'ai dans la tête la chanson des temps futurs. Et voyez loin, c'est ça, c'est un prophète. Moi j'aime bien la théâtralité. Dadi ne parle pas, n'écrit pas au hasard. Absolument. Il y a toujours une situation à laquelle il s'arrime et le message va encore plus loin. C'est ça Dadi, au fait. C'est ça. D'abord, à la base, il est dramaturge. Je veux dire que ses premiers textes sont des textes de théâtre. Et donc, toute sa poésie porte cette marque-là. Le théâtre, le roman, les chroniques. Donc, c'est un homme, je dis, présent et dont les textes portent toute la marque de son existence. Un homme plein d'humour. C'est cela aussi. Il arrive, il vous taquine. Une dame vient le voir et dit, mais asseyez-vous près de moi, vous avez peur de moi? Voilà, vous êtes détendu automatiquement. Oui. Je venais chez lui avec des amis qui voulaient le voir, tout ça. Une année, je suis venu chez lui avec un auteur, un Togolais, qui s'appelle Kanye Alem, qui a eu le grand prix littéraire d'Afrique noire, je dis, il n'y a pas très longtemps, et qui tenait à voir Dadi. S'attendait à voir un homme, je dis, impotent, incapable de juger. Non, Dadi est là. Il a bon pied, bon oeil. Et donc, on allait chez Dadi. L'esprit vif. L'esprit vif. L'esprit vif, il a gardé tout le temps. Et donc, on allait chez Dadi et il était surpris. Je l'ai présenté, j'ai dit, il s'appelle Kanye Alem. On a parlé pendant près de 2 heures. Et à la fin, il a sorti un livre qu'il voulait que Dadi dédicace. Dadi a pris le texte, il n'a pas demandé son nom une seconde fois. Il a écrit. Le gars était surpris, il était scié. Parce que je veux dire, même nous aujourd'hui, après 2 heures de conversation, c'était quel nom déjà Govoy, c'est comment Voilà. Et donc, il a dit à Kanye Alem, pour cette préface attendue depuis 1986, l'auteur togolais était complètement surpris. J'ai dit, c'est ça. Il a la mémoire, il aime les gens, et puis bon, c'est cela. Justement, parlant d'internationalisme et de regard que les autres auront sur la disparition, quelle est la résonance que cela a eu au niveau international? On a parlé de notre cas ici, mais au niveau international, les écrivains d'ailleurs ou même des passionnés de littérature? Même déjà avant sa disparition, il y a déjà les 100 ans, en 2016. Nous avons commis un ouvrage collectif auquel ont participé des auteurs de tous les horizons. Quand j'ai demandé, j'ai fait un appel à la communication, j'ai demandé à tous les écrivains... En 2016. En 2016, oui. Et l'ouvrage paraît cette semaine, voilà. On a fini, on aurait bien voulu le remettre main en main, mais on n'a pas pu. Mais je vous assure que des auteurs martiniquais, des auteurs anglais, et même un Saoudien a rendu hommage à Dadi dans cet ouvrage. Ah oui, des auteurs de tous les horizons, de toutes les langues, voilà. Donc je veux dire que ça a une résonance international. J'imagine en arabe, je vous remercie mon Dieu de m'avoir fait nègre. Ça doit être émouvant. Shukran, shukran. Ah, c'est que le merci qui est sorti. Oh, ouais, ouais. Non, on imagine, voilà. Donc, partout, voilà. C'est une résonance internationale. Tout le monde a participé à cet ouvrage-là. Je pense au moins 18 nationalités. Voilà, comme dans un avion, quoi. Et donc, Dadi décolle. Elle a fait décoller la littérature ivoirienne. Et pour moi, c'est une très belle image de la Côte d'Ivoire. Quel était son regret, vous qui l'avez vraiment côtoyé par rapport à notre pays, dans notre pays, qu'est-ce qu'il est... Ce que je pense fondamentalement, c'est que Dadi ne raisonnerait pas spécialement, je dis Côte d'Ivoire, Côte d'Ivoire. C'est un panafricaniste à la base. À la base. Je veux dire que l'Occident a scindé nos États. Qu'est-ce qui le décevait le plus en Afrique alors? Alors, la chose qui l'a touché fondamentalement, je pense qu'il n'a pas le sentiment qu'on soit vraiment sorti de l'ornière de la domination occidentale. Chaque fois, il me posait la question, est-ce que tu penses qu'on est indépendant? De toi à moi, est-ce que tu penses qu'on est indépendant? Et vous répondiez quoi? Je pense que non, on n'est pas indépendant. Il faut qu'on continue le combat. Voilà. Il faut continuer. Il faut continuer. Il faut continuer. C'est la question qu'il m'a posée assez souvent. Je veux dire, quand on parle, il m'écoute attentivement et puis il me dit, est-ce que tu penses objectivement qu'on est indépendant? Mais avec toute la gravité, ça il rit, mais là, quand il parle de ça, il rigole plus là.
Qu'est-ce qu'il proposait? C'était le cœur de son proposait? action. Ah, il proposait le travail. Il pense qu'on doit travailler. Je ne veux pas faire la mauvaise langue envers nos compatriotes et nos frères, mais Dadier pensait qu'il fallait qu'on travaille davantage. Il a dit après, le travail après, la liberté. Donc je veux dire que s'il y a une autocritique, comment je peux le dire, une critique implicite, c'est ça. Peut-être qu'il faut qu'on travaille davantage, qu'on soit plus rigoureux. Parce que c'est ça, Dadier, il riait, mais c'est la rigueur dans le travail. C'est un homme rigoureux, travailleur. Et je pense que s'il avait un regret, c'était ça, qu'on ne soit pas encore sorti de l'ornière de la domination occidentale, et que peut-être qu'il faut qu'on travaille un peu plus. Et la démarche de ce travail-là, ce serait déclinée en combien d'aspects ou dans quel sens? Alors, dans tous les domaines, je veux dire que quel que soit le niveau auquel on est convoqué, qu'on soit littéraire, qu'on soit médecin, quel que soit le domaine dans lequel on s'inscrit, il faut y mettre du cœur. La conscience. Oui, et puis il faut éviter de bâcler ce qu'on fait. Voilà. S'impliquer profondément, parce que de manière générale, on peut déplorer que les gens bâclent leur travail. C'est clair. Bâclent leur travail. Dadier est ce qu'il est, mais par la force du travail. Il ne frappe pas la poitrine, mais quand tu regardes, tu ne peux pas être auteur de plus de 20 livres de cette dimension-là, être traduit, être promu de cette façon-là, si tu n'as pas le cœur à l'ouvrage. Donc la grande leçon qu'il nous laisse, en tout cas, c'est avoir le cœur à l'ouvrage, il faut y aller à fond. Alors, Dadier... Parce qu'il a travaillé jusqu'à la fin, hein. Je veux dire, il n'y a pas eu de retraite. Non. Oui. Ça doit nous parler. Oui, il continuait toujours de recevoir des personnes travaillait pour toujours. travailler, c'est vrai. Dadier a travaillé toujours. Il a mis en exergue n'être à la charge de personne. C'est le monsieur qui, malgré son âge avancé, faisait tout lui-même pratiquement quand il pouvait. Vraiment, Alix a eu l'occasion de le côtoyer également dans une vie antérieure télévisuelle. Ah, oui, c'est clair. Oui, donc vraiment c'était émouvant. Alors moi, j'aimerais qu'on parle un peu de l'intimité de Dadier, son épouse qui est partie avant lui, Assamala, qui a joué un grand rôle. J'ai encore souvenance de cette scène où, pas cette scène, c'est ce moment de vie où le colonisateur fait une perquisition chez Dadier et prend sa malle où il y a tous ses manuscrits. Et vraiment, Dadier veut s'interposer physiquement et la voix d'Assamala qui dit « Non, laisse, je compte sur ton inspiration pour en écrire d'autres. » Tout à fait. Je veux dire, Dadier aimait beaucoup sa femme et je veux dire, depuis qu'elle est partie, on ne l'a pas revue. C'était difficile de le rencontrer, donc je pense quand même que c'était un homme très affectueux, un père famille, il aimait les siens, il aimait tous les enfants, il aimait ses enfants en particulier. Moi je vois avec quelle affection, quelle fierté, il me dit « Ah, tu vois, ça c'est ma fille ». J'ai vu une dame là, à un moment, il m'a dit « C'est ma fille ». Je dis « Tiens ». Voilà. Et donc vraiment, il y a un rapport très fusionnel avec ses enfants. Et j'ai vu aussi que Dadier, en tant que père de famille, il m'a dit « Écoute, chez moi, le travail. On regarde la télévision à des heures précises parce que je lui demandais, mais le secret c'est comment? Parce que je vois que tous les gens sont plus ou moins. Et puis il m'a dit, ah non, il y a des heures pour regarder la télévision et puis il y a des heures pour travailler. Quoique regarder la télévision c'est une forme de travail, mais je veux dire que le divertissement permanent, c'est pas cela. Oui. Il faut cibler aussi ce qu'on regarde pour pouvoir. J'ai trouvé un homme très affectueux en tout cas. Un père de famille. Et puis je veux dire que ce que son épouse a vécu avec lui, ça n'a pas été seulement qu'à l'ère coloniale. Hein. Il y a eu d'autres événements, même des événements plus récents. Hein. Il a reçu la visite de visiteurs inattendus. Voilà, dans la dernière crise que nous avons vécue, il a été visité, il m'en parlait avec beaucoup d'amertume. J'étais triste et révolté. Il y a de quoi. Voilà. Il y a du sacré, on ne touche pas à ce qui est sacré. C'est de ça qu'il s'agit. C'est une icône Dadier quand même. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est l'icône, en fait. En tout cas, pour la littérature ivoirienne, il va être difficile de le remplacer. Il est irremplaçable, voilà. On va tenter de l'imiter, parce que c'est ça, je veux dire, celui qui est le timonier, pour employer un grand mot, celui qui est donc le phare de la cité, nous éclaire, et on tente vraiment, dans la mesure de nos possibilités, de nous en rapprocher. Je pense que ça, c'est une leçon vivante, une pédagogie matérielle. Voilà. À 103 ans, on me dit qu'il avait encore des projets. Ah, immanquablement. C'est ça l'immortel, parce que vous avez tout à l'heure, Dadier est membre de l'ASCAD. Oui. Ce sont les immortels, c'est un académicien a forcément des projets. Il a des produits, mais aussi des projets. Une production significative et porteuse de projets. Et donc, son œuvre fait résonance avec elle-même. Il avait forcément des projets. Dadier voulait que nous travaillions. Mais je pense que son projet, finalement, c'était nous aussi, hein, les plus jeunes, en tant qu'auteurs. Nous qui avons la prétention ou le rêve d'être des intellectuels, il voulait que nous puissions éclairer, dans la mesure de nos possibilités, nos concitoyens. Parce que le rôle de l'intellectuel, ce n'est pas, j'allais dire, de faire résonner et mettre en s'entrechoquer les mots. Ce n'est pas ça, simplement. Oui, c'est d'être un éveilleur de conscience et de tenter d'éclairer
ses concitoyens. Dadier l'a fait tout le temps. Il faut qu'on puisse le faire en toute simplicité et en toute humilité. Donc le projet, c'était aussi, d'une certaine façon, d'inviter tous ceux qui ont la prétention d'être des intellectuels à être des phares, des modèles dans la cité. Et pour les projets les plus, on va dire, matériels, qui devrait poursuivre l'œuvre? Ces enfants biologiques ou cela rentre dans le domaine de l'héritage? Tout le monde. Déjà, il faut noter qu'il y a une fondation Bernard Dadier, la fondation Archives Bernard Dadier, qui est dirigée par le professeur René Nyalega et dont le secrétaire général est madame le professeur Nicole Ventileoni. Ça existe déjà, je veux dire, un relais de son œuvre. Donc la fondation travaille à faire connaître son œuvre, à la dupliquer et à lui donner toute la résonance qu'elle mérite. Mais je veux dire que tout le monde est invité donc, à intégrer la fondation et tous ceux-là qui ont bénéficié d'une manière ou d'une autre des lumières de Dadier sont appelés à faire rayonner cette lumière-là, à la faire connaître et à lui donner toute la force qu'elle mérite. Alors, le palais de la culture d'Abidjan s'appelle le palais de la culture Bernard Dadier. Beaucoup de personnes ne le savent pas. Est-ce que vous pensez que c'est un hommage suffisant ou qu'on devrait multiplier? Et même, il faut promouvoir déjà le fait que cela, oui, voilà, déjà promouvoir cette architecture porte son nom. Qu'on dise que ça vienne vraiment automatiquement lorsqu'on parle de palais de la culture. Sports oui, et dans tout les ça. sports, tout ça. Est-ce que vous pensez qu'on peut faire plus ou qu'on doit faire plus? On doit faire plus, immanquablement. C'était un débat, parce que quand ça a été créé, on l'appelait simplement le palais de la culture. C'est en 2010 que le pouvoir en place, voilà, pour ne pas le citer, non, on peut le citer. C'est l'histoire. Non, c'est pour rigoler, je le dis pour rigoler. Et donc, voilà, sous le pouvoir du président Laurent Gbagbo, le palais de la culture a été nommé ainsi. Mais je veux dire, les gens ont pris l'habitude de l'appeler autrement avant. Parce que quand le palais de la culture était créé, on l'appelait palais de la culture, Donc, ils ont gardé les vieilles habitudes. C'est un héritage qu'il faut promouvoir. Voilà, il faut le promouvoir. Mais je pense qu'on n'aura pas suffisamment rendu hommage à Bernard Dadier parce que ça ne suffit. Personnellement, j'avais écrit un article, je crois, en 2004, où je parlais de l'université. Vous vous oubliez alors que Bernard Dadier n'oubliait pas à 103 ans. Non, il est mieux de s'oublier pour laisser raisonner. Je veux dire qu'il faut être l'homme pour que la lumière apparaisse. Si on se voit trop, on ne voit pas les lumière, autres. Ça va éclater. Voilà, si on se voit trop, on ne va pas voir. Donc, je m'oublie volontiers. Et donc, en 2004, j'avais écrit un article où je parlais de l'université Bernard Dadier. Il faut une université Bernard Dadier. Et je pense que nos universités portent le nom de personnes autres que celles qui sont des porteuses de lumière intellectuelle. Les universités ne sont pas des académies politiques, porter le nom d'hommes politiques. C'est ce que je pense. Et donc, les universités devraient porter le nom de personnes, d'hommes de culture. Je ne vais pas dire d'universitaire parce que je suis universitaire, ce serait... Mais en tout cas, de tous ceux-là qui sont des porteurs de lumière. Avec un gros bagage, vraiment, un héritage. Absolument, absolument. Bon, puisqu'on a plusieurs universités en création, je pense que l'une portera le nom de Bernard Dadier. Et l'aéroport, un aéroport qui porte le nom de Bernard Dadier. Why not, ce serait très bien. Pourquoi pas? Ce serait très bien. Parce que je veux dire que, n'oubliez pas, qu'en France, par exemple, on a eu une panoplie de présidents de la République, mais Hugo, son nom fait plus écho que le nom maternel. Et rue, route, voie. Je veux dire, quand on vous parle de la France, par exemple, il y a très peu de gens qui vont retenir le nom de celui qui a été président de la France, 1930, etc., etc. Il y a très peu de noms qu'on retient. Mais Hugo, Lamartine, Molière, Baudelaire, De Gaulle, Breton, De Gaulle quand même. Oui. Le général Leclerc. Oui, mais De Gaulle est plus proche de nous, hein, du point de vue du temps. De Gaulle, je veux dire, il est mort en 70. Mais on te parle d'Hugo, qui n'a pas vu le XXe siècle. Oui, voilà. Oui. Et qui a marqué. Et qui continue de marquer. On parle de Haussmann. Oui, pour moi, De Gaulle, c'est pratiquement un contemporain. C'est pratiquement un contemporain. Donc, ah oui, c'est un contemporain. Je veux dire que le XXe siècle, on a tous un siècle ici. Hein, et donc, voilà, c'est un contemporain. Vous êtes ému, hein? Oui, j'avoue. Quand même. Et comme on le dit, hein, l'homme, il ne meurt pas. D'autant plus avec l'âge qu'il a eu. En Afrique, cela a pour connotation de célébration de joie. Avec 103 ans, comme on le dit, hein, quand une personne de cet engablus-là et de cet âge-là disparaît, c'est plutôt une fête qu'on fait pour rendre hommage à toute la vie qu'il a pu vivre. Dadier ne nous appartient plus. Dadier n'appartient plus à l'Afrique, mais Dadier appartient plus que jamais au monde. Au monde. C'est un auteur universel. Dadier, les auteurs de cette dimension-là sont universels. Un texte comme « Je vous remercie mon Dieu » est un texte, je veux dire, universel. Je pense qu'il y a un auteur américain qui l'a repris, un cinéaste américain qui l'a repris en ouverture de son film. Je ne vais pas dire de bêtises, mais il me semble que c'est Spike Lee. Il y a tellement de projets de films à réaliser. On peut avoir un biopic même, avec un biopic, pas. Très bien, Alix, on peut avoir... patron de New York, c'est magnifique. Oui, il y a la matière. Il y a la matière. Sur Dadier, il y a la matière. Et je suis heureux qu'il y ait une fondation Dadier
Et je pense qu'il faut aller à cette source-là pour trouver toutes les La balle est dans le camp de la fondation. La fondation. Mais pas que. Oui, nous tous nous impliquer, mais il y a au moins un premier élément où nous pouvons trouver Dadier. Dadier dans sa fondation. Et il faut y aller, il y a tout ce dont on a besoin. On va exposer ses photos, justement, des costumes, dans des musées. Voilà. On peut avoir des lunettes de Dadier pour qu'on voit. Sa tenue de l'ASCAD en tant qu'académicien, oui. Les stylos qu'il a utilisés. Il avait toujours un stylo accroché là. Quand j'allais le voir, il avait un stylo là, chaque fois. On a des musées Grévin, par exemple, en Europe. On pourrait avoir aussi un semblable avec des masques, pourquoi pas, vraiment très ressemblant de nos figures emblématiques. Et moi, je crois que si nous voulons rendre hommage à Dadier, il faudra qu'on évite... C'est ça le vrai hommage. Mais les gouvernants ont décidé de rendre un hommage national à Dadier. Si j'ai une suggestion à faire, peut-être qu'il faut faire un hommage qui ait une capacité pérenne. C'est-à-dire, des fois, on a tendance à faire des choses qui sont ponctuelles. Voilà. On dépense beaucoup d'argent dans les choses qui sont ponctuelles, qui sont des feux d'artifice. Mais il faut pouvoir réfléchir précisément sur des choses qui vont durer et qui vont être pérennes. Voilà. C'est un peu cela. Ne soyons pas étonnés que si on est lent à ce niveau-là, d'autres pays vont nous emboîter le pas et ça fait bizarre quand même. On couper l'herbe même sous le pied. Quand Bernard Dadier est décédé, des chaînes étrangères se disaient que ça chauffait ici, qu'il y avait vraiment... Même on a vu que tout était normal, c'est comme s'il n'y avait rien. Donc ça a choqué un peu certains observateurs au niveau étranger. Mais bon, je rappelle qu'il y aura un hommage. Monsieur le ministre de la Culture et de la Francophonie l'a dit, il y aura un hommage national rendu à Dadier. Mais à côté de cela, dans les villes, dans les villages, partout, il faut qu'on ait chacun sa part de Dadier. Tout à fait. Et de l'acte qu'on vient de poser, pourquoi pas lancer aussi un appel, on parlait de la toile, on pourrait lancer un message comme ça, une gerbe de fleurs pour Dadier, on devrait avoir une mer de fleurs devant sa maison pour montrer notre attachement. Et puis il y a aussi la rue Bernard Dadier qui part de l'INSAC au boulevard Bogadoudou, je ne sais pas si vous voyez la voir, devant l'INSAC, là, voilà, c'est le boulevard Dadier. Son domicile n'est pas très loin de là. Non, son domicile est à Cocody, vers l'INSAC, mais je parle, là c'est aux deux plateaux, je pense, au Vallon. Il y a une rue qui porte son nom, et donc on peut imaginer en tout cas un ensemble de façons de lui rendre hommage. Justement, en parlant d'hommage, et à l'école, qu'est-ce qu'on peut faire maintenant? Parce que les textes de Bernard Dadier sont des ordonnances pour l'éducation de l'homme, en général, de l'Africain en particulier. Oui, je pense. Multiplier ses œuvres. Absolument, il faut que dans le programme scolaire, son œuvre soit plus prégnante. Et bon, il faudrait que l'école fonctionne bien. Il faut que dans soit dit en passant. Soit dit en passant, je ne le dis pas. Voilà. Et donc, il faut déjà que cette œuvre-là soit bien connue et que ceux qui décident, il y a déjà la présence de son œuvre dans le programme scolaire, mais on peut davantage les mettre, contribuer à ce que cette œuvre soit plus connue dans le programme scolaire. Je pense que ce serait bien. Mais dans tous les cas, ça se ferait ailleurs. Parce que la lettre de Guy Moquet en France. Oui. On peut avoir le texte. Le jeune résistant, tout à fait. Le jeune résistant. Absolument. On peut avoir, par exemple, un poème une fois par mois de Bernard Dadier. Absolument. Il y a des textes emblématiques. Et surtout même depuis la petite enfance, on a des poèmes qu'on apprend aux enfants qui, ma foi... Mais ce que je sais, c'est que si on ne le fait pas, les autres le feront. C'est clair. Parce que tout le monde le revendique avec la même légitimité. Je veux dire que tous les auteurs ou toutes les écoles africaines peuvent revendiquer Dadier avec la même légitimité. Parce que Dadier écrivait pour tout le monde. Il n'était pas dit « je vous remercie de m'avoir créé ivoirien ». Oui. Noir. Donc tous les Noirs se revendiquent de lui. Imaginez ça, chaque jour, au moins une fois par mois dans une classe. Voilà. Ça va ouvrir même l'esprit des enfants à s'intéresser à l'œuvre de l'homme. Diminuer les complexes. Bien sûr, puisqu'on s'instruit, assurément. Absolument. Alors, quelques histoires croustillantes, moi, c'est le côté... Les anecdotes. Les anecdotes avec... qu'est-ce qu'il aimait manger, qu'est-ce qu'il aimait voir, quelles sont les couleurs, ses couleurs préférées. Il chaussait du combien, voilà. J'avoue que ce sont les femmes qui font attention à ça. Ce qu'il aimait manger, tout ça. Non, mais l'écrivain aussi fait attention aux détails. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'il avait toujours son stylo sur lui. Ça m'a marqué. Stylo bleu, noir? Un stylo bleu. Okay. Et il avait toujours accroché là. venait comme ça. Toujours son stylo. Enfin, s'il y a une chose qui m'a marqué, son stylo en permanence. Son stylo en permanence. Et quand il écrivait, sa main ne tremblait pas. Ça m'a marqué aussi. Je veux dire, pour l'âge, il signe et il écrit. À Kanye Alem, pour cette dédicace attendue depuis 1986, et il signe. Ça, ce fait m'a marqué. La main qui ne tremblait pas, et le stylo, toujours, son arme, l'appelait-il. Et justement, c'est son arme. Son arme, toujours. Il avait toujours l'arme. Chargé d'encre, voilà. Toujours son arme. La pointure, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention. Qu'est-ce qu'il aimait manger? Je ne sais pas. Ben, on mangeait ce qu'il y avait quand il m'a dit viens manger. Il n'avait pas de restrictions. Des petits pois, on mangeait des choses. Ah, d'accord. Voilà. Mais c'était plutôt des agapes littéraires. Voilà. Et lui, c'était qui ses auteurs? Mais je trouvais aussi qu'il était sobre. Je trouvais qu'il était sobre. Je ne trouvais pas, il n'était pas... Ostentatoire. Pas du tout. Il buvait de l'eau, des jus de fruits. Je le trouvais sobre en tout cas.
Qui étaient ses références? Quelles étaient ses références littéraires? Je pense qu'il faisait beaucoup référence à des gens comme Zola. Émile Zola. Oui, il a fait référence à Zola plus d'une fois. Il faisait référence aussi, parmi les poètes, à Hugo. À Lamartine aussi. Et puis bon, je dis, parmi les Africains, il faisait référence à Damas, à Senghor, à Césaire, qui étaient ses contemporains. Il a vécu au Sénégal, voilà. Donc, le plus souvent, il faisait allusion à eux. De ce que vous dites, c'est tellement important. Il n'était pas réfractaire à la littérature qui venait d'ailleurs, ou du moins de l'Occident. Il était ouvert au monde. Oui. Et puis, pour moi, il en riait chaque fois. Il dit qu'il a été chassé de l'école avec la mention anti-français. Il rigolait. Ça existe? Oui, ça existait à l'époque. On disait, ah non, celui-ci était un anti-français, donc on l'a viré de l'école. Il était anti-français. C'était le péché total. Et donc, il en rigolait. Il était plutôt, j'ai dit, en tout cas un francophile. Moi, je pense que Dadier a beaucoup aimé la langue française, il aimait la culture française. Il était tout sauf un anti-français. Tout sauf ça. Et je pense qu'il lisait avec beaucoup de passion la littérature française, avec beaucoup de passion. Beaucoup de passion. Il aimait la langue. Il aimait la culture. Et puis bon, il était ouvert au monde. Il a vécu aux États-Unis aussi. Il a fait, je pense, une année là. D'où patron de New York en 1965. Il s'inspire de toutes les cultures, voilà, de toutes les cultures. Et puis bon, il était profondément... Il a eu des prix aussi. Ah oui, le Grand Prix littéraire d'Afrique noire, le prix James Torres qu'il a eu tout récemment. Et il était très, très attaché à sa culture. Nzima, Agni, en tout cas, il était vraiment dans sa culture et puis ouvert, à la fois dans sa culture, et puis comme l'a dit Govoy, ouvert au monde. Ouvert au monde.